Je ne crois pas qu'une opinion qui heurte la vérité mérite jamais qu'on évite de la contredire. Je pense, avec Pascal, que le zèle est étrange, qui s'irrite contre ceux qui condamnent des fautes publiques et non pas contre ceux qui les commettent. Jamais les saints ne se sont tus, a-t-il encore écrit ailleurs. Ce n'est pas une devise pour la censure. Elle n'en mérite pas moins d'être méditée par quiconque s'efforce simplement vers la modeste moralité de l'honnête homme. Nous venons de subir une incroyable défaite. À qui la faute? Au régime parlementaire, à la troupe, aux Anglais, à la 5e colonne, répondent nos généraux. À tout le monde, en somme, sauf à eux. Que le père Joffre était non plus sage. Je ne sais pas, disait-il, si c'est moi qui ai gagné la bataille de la Marne, mais il y a une chose que je sais bien, si elle avait été perdue, elle aurait été par moi. Sans doute entendait-il surtout rappeler par là qu'un chef est responsable de tout ce qui se fait sous ses ordres, parce qu'il est le chef et a accepté de l'être. Quoi que l'on pense des causes profondes du désastre, la cause fut l'incapacité du commandement. Nos chefs, ou ceux qui agissaient en leur nom, n'ont pas su penser cette guerre. Un trait, entre tous, décisif, oppose la civilisation contemporaine à toutes celles qui l'ont précédée. Depuis le début du XXe siècle, la notion de distance a radicalement changé de valeur. La métamorphose s'est produite à peu près dans l'espace d'une génération. J'écris ceci de ma maison de campagne dans la Creuse. L'an dernier, quand mes fournisseurs et moi disposions d'essence, le chef-lieu de canton, qui est notre petit centre économique, semblait à notre porte. Mais cette année, où il nous faut nous contenter de bicyclettes et de la voiture à âne, chaque départ vers le bourg prend les allures d'une expédition, comme il y a 30 ou 40 ans. Les Allemands ont fait une guerre d'aujourd'hui, sous le signe de la vitesse. Au moment même où nous voyons les Allemands mener la leur, nous n'avons pas su ou pas voulu en comprendre leur rythme, accordé aux vibrations accélérées d'une ère nouvelle. Si bien que, en somme, ce furent deux adversaires appartenant chacun à un âge différent de l'humanité qui se heurtèrent sur nos champs de bataille. Nous avons, en somme, renouvelé les combats familiers à notre histoire coloniale de la sagaie contre le fusil. Mais c'est nous, cette fois, qui jouions les primitifs. En d'autres termes, c'est en distance horaire qu'il convient aujourd'hui de penser. Les Allemands avaient avancé plus vite qu'ils ne semblaient conformes à la bonne règle. Aussi bien avons-nous jamais, durant toute la campagne, su où était l'ennemi? Que nos chefs aient toujours imparfaitement connu ses véritables intentions, et pire encore peut-être, ses possibilités matérielles. La mauvaise organisation de nos services de renseignement suffit à l'expliquer. Mais l'ignorance où nous avons perpétuellement été de ces mouvements eut pour cause avant tout un constant décalage dans l'appréciation des distances. Notre propre marche était trop lente, notre esprit également. Il importe que certaines choses soient dites, brutalement s'il le faut. Nos soldats ont été vaincus, ils se sont en quelque mesure beaucoup trop facilement laissés vaincre, avant tout parce que nous pensions en retard. Les Allemands croyaient à l'action et à l'imprévu. Nous avions donné notre foi à l'immobilité
et au déjà fait. Est-ce à dire qu'à ce moment même, celui exactement où Pétain annonça qu'il demandait l'armistice, toute défense fut devenue impossible? Plus d'un officier pensait le contraire, parmi les jeunes surtout, car une frontière de plus en plus tranchée tendait à séparer les générations. Mais les chefs n'appartenaient malheureusement pas à celles qui jouissaient des artères cérébrales les plus souples. Cette guerre accélérée, il lui fallait naturellement son matériel. Les Allemands se l'étaient donné. La France, non. Ou du moins pas en suffisance. On l'a dit et redit, nous n'avons pas eu assez de chars, pas assez d'avions, pas assez de camions, de motos ou de tracteurs. Et par là, nous avons été empêchés, dès le principe, de mener les opérations comme il eût convenu de le faire. Le haut commandement aurait mauvais gré à plaider d'innocence. Le bombardement par avion n'avait pas été conçu par les Allemands uniquement comme un procédé de destruction ou de massacre. Un choc des nerfs peut se propager fort loin et animer la capacité de résistance des troupes sur de vastes espaces. Tel était, sans nul doute, un des principaux objets que se proposait le commandement ennemi en lançant sur nous, vague après vague, son aviation. Le résultat ne répondit que trop bien à ses espérances. Dans quelle mesure est-il loisible de parler du désordre des états-majors? Tous les états-majors que j'ai connus avaient, mais parfois jusqu'à une agaçante minutie, le culte du beau papier. Il faut que les écritures soient disposées avec beaucoup de netteté. Dans les tableaux, les chiffres s'alignent par colonnes, comme à la parade. Les dossiers sont soigneusement classés. Les pièces, au départ comme à l'arrivée, dûment enregistrées. C'est là, en somme, ce qu'on pourrait appeler la forme bureaucratique de l'ordre. Rien de plus naturel que de la voir fleurir chez des hommes dressés en temps de paix à un genre de vie lui-même éminemment bureaucratique. Je suis très loin de la mépriser. Elle force les esprits à la clarté. Elle épargne les pertes de temps. Il est dommage seulement que cet estimable souci de la propreté dans les écrits ne s'étende pas toujours aux locaux. Je n'ai jamais rien vu de plus sale ni de plus fétide que la demeure où travaillait un certain état-major de secteur fortifié. Il est vrai que je sais telles antichambres de ministères très civils qui ne présentent pas un aspect plus attrayant. Mais ce n'est pas une excuse. M'accusera-t-on de m'attacher à des vétilles? Je n'apprécie guère, je l'avoue, le négligé dans les choses. Il passe aisément à l'intelligence. Voilà une utile réforme à proposer au redressement français. Telle qu'elle était pratiquée, l'estimable régularité administrative gaspillait des forces humaines qui auraient pu être mieux employées. J'ai rencontré parmi mes camarades de la réserve de hauts fonctionnaires, des chefs de grandes entreprises privées, tous, comme moi, s'effaraient d'être contraints à des besognes paperassières que, dans le civil, ils auraient abandonnées aux plus modestes de leurs sous-ordres. L'ordre statique du bureau est, à bien des égards, l'antithèse de l'ordre actif et perpétuellement inventif qu'exige le mouvement. L'un est affaire de routine et de dressage, l'autre d'imagination concrète
de souplesse dans l'intelligence et peut-être surtout de caractère. Ce que j'ai vu pour la première fois en 1939 de la mobilisation m'avait beaucoup effrayé. Exemple, on ne semblait pas s'être avisé qu'à prétendre habiller des réservistes d'une quarantaine d'années avec les tenues de jeunes conscrits, on aboutissait à des problèmes proprement insolubles. Et pour la période dite de tension qui devait précéder la mobilisation générale, tiré en pleine nuit d'un demi-sommeil par le télégramme qui prescrivait, par exemple, appliquer la mesure 81. On se reportait au tableau. C'était pour y apprendre que la mesure 81 faisait jouer toutes les dispositions de la mesure 49 à l'exception des décisions d'ores et déjà entrées en vigueur par application de la mesure 93, si celle-ci, d'aventure, avait devancé dans l'ordre des temps la place qu'eût semblé lui assigner son numéro. Cela toutefois en ajoutant les 2 premiers articles de la mesure 57. Ce fut pour avoir lu un peu vite notre commun guide Hahn qu'en septembre 1939, la gendarmerie d'Alsace-Lorraine procéda au massacre prématuré de tous les pigeons voyageurs de 3 départements. Comment taire, enfin, l'abominable désordre de la seule mobilisation qu'il m'ait été donné de suivre de tout près, celle des éléments territoriaux. Quand notre général prit son commandement, nous découvrirons avec stupeur que nous ne disposions d'aucune liste des unités qui passaient sous ses ordres. Ici, nous avions dans notre zone 2 sections dont le commandant de compagnie appartenait à un autre groupe. Bon, là, quelques compagnies, mais point de colonel. Nos braves gardes-voies continuèrent longtemps à fouler le ballast en sandales ou en petits souliers s'ils n'avaient pas eux-mêmes apporté de plus fortes chaussures. Sur des routes encombrées, il n'est guère qu'un moyen de transport capable de se faufiler partout, la motocyclette. Le courrier de l'armée n'en possédait, si je ne me trompe, aucune. Le nombre même de nos autos était insuffisant. Les états-majors ne connaissaient qu'imparfaitement et beaucoup trop tard ce qui se passait sur le front. Les erreurs de méthode de notre 2e bureau et de bien d'autres services dans l'ensemble des armées n'étaient certainement pas, pour la plupart, passées inaperçues de nos chefs. Comment se fait-il qu'elle n'ait presque jamais provoqué une sanction, voire un simple déplacement? La crise d'autorité n'est pas contestable, mais elle demande seulement à être analysée de plus près. Le gouvernement des hommes n'a pas été pratiqué partout avec mesure et humaine intelligence. Il y a 2 mots que je voudrais voir rayés du vocabulaire militaire, ceux de dressage et de mise au pas. Ils n'ont rien à faire dans une armée nationale. Non que je nie le moins du monde que, là comme ailleurs, et peut-être plus qu'ailleurs, une discipline ne soit nécessaire, mais elle ne saurait être qu'une forme de la conscience professionnelle. Le commandement n'a pas su, comme il l'aurait pu et dû, mettre à profit les longs mois d'attente dont l'ennemi lui abandonna la libre disposition pour pratiquer dans les cadres les nettoyages nécessaires, car on connaissait bien dès auparavant certaines insuffisances. On a, cette fois-ci, beaucoup parlé des défaillances de la troupe, notamment de ses officiers. On a raconté des histoires de fuite où l'auto du chef aurait de beaucoup devancé la panique des piétons. On a
cité des cas d'abandon de poste. On a évoqué des sauve-qui-peut venus d'en haut. Admettons qu'il y ait eu crise des cadres. Là encore, la responsabilité du haut commandement a été lourde. Les cadres de la troupe étaient faits, pour une fraction considérable, de vieux officiers de garnison. Or, quoi qu'on en pense, dans certains milieux, l'illusion est grave d'imaginer que la routine des revues de détail, des exercices sur le champ de manœuvre et des menues histoires de discipline intérieure prépare efficacement au commandement direct des hommes. Beaucoup de professions civiles sont une bien meilleure école. Alors ajouter l'atmosphère débilitante d'une carrière de petits fonctionnaires médiocrement occupés. Tel est bien, prestige à part, le train d'existence habituel de beaucoup de capitaines ou de chefs de bataillon dans le temps de paix. Le désarroi gagna des milieux beaucoup plus chargés de responsabilités. Nous sommes plusieurs à avoir pu en noter avec horreur les affreux progrès presque au jour le jour chez des officiers à qui revenait le gouvernement des opérations. Les premiers symptômes du mal étaient des signes encore tout extérieurs, yeux hagards, barbe mal rasée, nervosité, qui, d'une agitation fébrile pour de petites choses, passait brusquement aux feintes d'une impossible sérénité. Quand un chef commence à dire « à quoi bon ?» gare aux exécutants. Puis ce fut la marée montante d'un désespoir qui, au lieu d'aiguillonner à l'action, semblait chercher son refuge dans une sorte de paresse somnolente. L'exemple venait de très haut. Faites ce que vous voudrez, mon général, mais au moins faites quelque chose. Un des commandants de corps d'armée interpella un jour en ces termes le général Blanchard. Je devais, pour ma part, entendre pire. Je fus indiscret sans doute, mais bien malgré moi, je fus réveillé au petit matin par le bruit d'une conversation. J'entendis le général Blanchard dire, avec plus de sang-froid que je ne l'eusse cru possible, « Je vois très bien une double capitulation. » Et nous n'étions que le 26 mai, et nous avions encore les moyens, sinon de nous sauver, du moins de nous battre longuement, héroïquement, désespérément, comme en juillet 1918, les îlots de combat encerclés sur la ligne avancée du front de Champagne, et de retenir ainsi devant nous, en les usant, un grand nombre de divisions allemandes. Ces mots m'ont donné le frisson. Ils me l'ôtent encore. Reconnaissons bien, en effet, le spectre qui a jeté son ombre affreuse sur l'agonie de toutes les armées françaises. Capitulation. Le mot est de ceux qu'un vrai chef ne prononce jamais, fût-ce en confidence, qu'il ne pense même jamais. Pas plus qu'il n'annonce à ses troupes, comme devait le faire le 17 juin un maréchal jusque-là couvert de tant de gloire, son dessein de solliciter la cessation des hostilités. Cependant, les défaillances du caractère eurent, je crois, leur principale origine dans l'intelligence et sa formation. Par 2 fois, dans 2 campagnes différentes, à plus de 20 ans d'intervalle, j'ai entendu des officiers brevetés dire, de l'enseignement qu'ils avaient reçu, «
l'école de guerre nous a trompés. 1939, pour nos chefs, la doctrine était le mépris de l'artillerie lourde, l'éloge de l'assaut à la baïonnette lancé contre les positions fortifiées, le dogme de l'offensive à tout prix. Je n'ignore pas qu'aux élèves de l'école de guerre, on s'efforçait d'enseigner des choses, beaucoup de choses, sans conteste, fort utiles et généralement fort bien sues. Mais il y avait à côté de cela le Kriegspiel, l'indispensable et périlleux Kriegspiel. L'histoire sait et enseigne que deux événements ne se reproduisent jamais tout à fait semblables, parce que jamais les conditions ne coïncident exactement. Or, il n'est pas d'acte d'accusation plus terrible que cette simple et irréfutable constatation. Au chef de 1914, on a certifié que la guerre de 1914 serait celle de Napoléon. Au chef de 1939, que la guerre de 1939 serait celle de 1914. Il eût fallu dire « Attention, ces combats se déroulaient dans des pays où les routes étaient infiniment plus espacées qu'aujourd'hui, où les transports affectaient encore une lenteur quasi médiévale. Ils se sont livrés entre des armées dont la puissance de feu était, par rapport à la nôtre, infime, et qui pouvaient tenir la baïonnette pour reine parce que la mitrailleuse ni le barbelé n'étaient inventés. Cependant, le commandement de 1914 devint celui de 1918. Malgré bien des erreurs sanglantes, il sut modifier ses procédés et les adapta. La métamorphose avait atteint la conduite de la guerre presque tout entière. Comment se fait-il que nos chefs de 1940 aient été incapables de la même docilité à la leçon des choses ? Mais là où les états-majors de 1914-1918 avaient eu 4 années, nous n'eûmes que quelques semaines. C'était avant l'événement qu'il aurait fallu savoir analyser les nouvelles données du problème stratégique. Car, en somme, il n'est pas possible que nous ayons tout ignoré durant la paix des méthodes de l'armée allemande et de ses doctrines. Car, surtout, nous avions sous les yeux, depuis l'été, l'exemple de la campagne de Pologne, dont les leçons étaient assez claires, et que les Allemands devaient, pour l'essentiel, dans l'Ouest, se borner à recommencer. Ils nous firent le cadeau de 8 mois d'attente, qui auraient pu être aussi de réflexion et de réforme. Qu'étaient nos chefs de 1940 ? Des généraux de corps d'armée ou d'armée qui avaient fait la dernière guerre comme chef de bataillon ou colonel. Leurs principaux adjoints, des commandants de compagnie de 1918. Tous, à des degrés divers, ils restaient dominés par leurs souvenirs de la campagne de la veille. Sans doute, l'envoûtement du passé eût-il été moins fort sur des cerveaux moins sclérosés par l'âge. J'ai pu observer que les jeunes officiers d'état-major, dont la plupart n'avaient pas pris part à la dernière guerre, voyaient ordinairement plus juste que leur chef. Mais quoi ? Notre commandement était un commandement de vieillard. Alors, jusqu'au bout, notre guerre aura été une guerre de vieilles gens ou de forts en thème. Une guerre toute pénétrée par l'odeur de moisie qu'exhale l'école, le bureau d'état-major du temps de paix ou la caserne. Le monde appartient à ceux qui aiment le neuf. C'est pourquoi, l'ayant rencontré devant lui, ce neuf, et incapable d'y parer,
Notre commandement n'a pas seulement subi la défaite, il l'a acceptée. Mais au fond de leur cœur, nos chefs étaient prêts d'avance à désespérer du pays même qu'ils avaient à défendre et du peuple qui leur fournissait leurs soldats. Ici, nous quittons le domaine militaire. C'est plus loin et plus profond qu'il faut chercher les principales raisons du désastre. Les états-majors ont travaillé avec les instruments que le pays leur avait fournis. L'équité veut que le témoignage du soldat se prolonge en un examen de conscience du français. Certes, je n'aborde pas de gaieté de cœur cette partie de ma tâche. Français, je vais être contraint, parlant de mon pays, de ne pas en parler qu'en bien. Comment garder le silence sur trop d'autres fautes où tout citoyen eut sa part? Force est de reconnaître que l'arrière aussi a beaucoup péché. Devant le péril national et les devoirs qu'il prescrit, tous les adultes sont égaux. C'est un étrange malentendu que de prétendre reconnaître à quiconque d'entre eux je ne sais quel privilège d'immunité. Qu'est-ce qu'un civil, au sens que le mot revêt en temps de guerre? Rien de plus qu'un homme auquel le nombre de ses années, sa santé, parfois sa profession jugée particulièrement nécessaire à la défense, interdisent de porter utilement les armes. Se voir ainsi empêché de pouvoir servir son pays est un malheur. On ne comprend point pourquoi il conférerait le droit de se soustraire au danger commun. Là est la seule voie claire. Le reste n'est que sensiblerie ou lâcheté. Nous avons vu trop d'administrateurs s'imaginer obéir au devoir de leur charge en suppliant que leur ville ne fût pas défendue. Sans doute, ces âmes timorées n'étaient pas seulement poursuivies par le souci d'épargner des vies humaines. Les terribles destructions de biens dont s'était accompagnée la guerre de 1914-1918 avaient laissé de cuisants souvenirs. On savait qu'elles avaient cruellement mutilé le patrimoine artistique du pays, qu'elles en avaient surtout largement compromis la prospérité. On s'estima sage de tout accepter plutôt que de subir à nouveau ce double appauvrissement. Singulière sagesse, qui ne se demandait point s'il peut être, pour une civilisation comme pour une économie, pire catastrophe que de se laisser vaincre par une nation de proie. Un jour vint où l'on s'avisa de déclarer villes ouvertes, toutes celles qui ont plus de 20 000 habitants. Passe encore pour un village de croquants d'être bombardé, ravagé, incendié, pensaient apparemment ces bons apôtres. Une ville de bonne bourgeoisie, songez donc. Et ce fut ainsi que, pendant que les cadets de Saumur se faisaient tuer sur la Loire, l'ennemi avait déjà dans leur dos passé les ponts de Nantes, interdits au combat. Il faut avoir le courage de le dire. Cette faiblesse collective n'a peut-être été souvent que la somme de beaucoup de faiblesses individuelles. Des fonctionnaires ont fui sans ordre. Des ordres de départ ont été prématurément donnés. Il y eut à travers le pays une vraie folie de l'exode. Qui de nous n'a rencontré sur les routes parmi les files d'évacués des cohortes de pompiers juchés sur leurs pompes municipales?
À l'annonce de l'avance ennemie, ils couraient mettre en sûreté leurs personnes avec leurs biens, par ordre, je le veux croire. Tout pouvait bien là-bas périr dans l'incendie, pourvu que fût conservé, loin des braises, de quoi l'éteindre. Ils avaient oublié, et on ne leur avait pas assez répété qu'en temps de guerre, la nation armée ne connaît que des postes de combat. Sans doute avait-on trop présenté à notre peuple certaines exemptions de service comme des faveurs, voire des droits. Aux paysans, on avait trop dit « Pourquoi les ouvriers et pas vous ?» Aux pères de famille, vos enfants vous réclament. Aux anciens combattants, 2 fois, vraiment, c'est beaucoup. Il m'est arrivé d'entendre parfois des personnes bien intentionnées exprimer le souhait qu'à notre jeunesse intellectuelle du moins, les fatales hécatombes de la dernière guerre fussent épargnées. Sans doute, il est affreux que sur la Marne, l'Isère ou la Somme, tant d'espoir ait péri. Nos forces spirituelles en ont longuement saigné, mais notre liberté intellectuelle, notre culture, notre équilibre moral, quel coup pouvait les atteindre plus sûrement que la défaite? Nul n'a le droit de croire sa vie plus utile que celle de ses voisins. Je ne sais quelle part le souci d'économiser le sang des jeunes put avoir dans le singulier retard mis à lever et instruire les recrues. Au moment de la débâcle, la classe 1940, dans sa majorité, venait à peine d'être appelée. Elle n'avait encore reçu pratiquement aucune instruction. Dans la France de 1939, la haute bourgeoisie se plaignait volontiers d'avoir perdu tout pouvoir. Elle exagérait beaucoup. Appuyée sur la finance et la presse, le régime des notables n'était pas si fini que cela. Mais il est certain que les maîtres d'antan avaient cessé de détenir le monopole des leviers de commande. À côté d'eux, sinon les salariés en masse, du moins les chefs des principaux syndicats comptaient parmi les puissances de la République. Or, les défaillances du syndicalisme ouvrier n'ont pas été dans cette guerre-ci plus niables que celles des états-majors. On n'a pas assez travaillé dans les fabrications de guerre. On n'a pas fait assez d'avions, de moteurs, de chars. De cela, je pense, les salariés n'ont assurément pas été les seuls, ni sans doute les principaux responsables. Ils auraient mauvais gré à plaider l'innocence. Ils cherchaient avant tout à vendre leur peine au plus haut prix, donc à fournir le moins d'efforts possible durant le moins de temps possible pour le plus d'argent possible. Un plombier mobilisé dans une usine m'a raconté comment ses camarades lui cachaient ses outils pour l'empêcher de faire plus ou plus vite que ne le voulait la coutume non écrite de l'atelier. Sur le syndicalisme, les gens de ma génération avaient, au temps de leur jeunesse, fondé les plus vastes espoirs. On sait le mot dont Marx se plaisait à stigmatiser les mouvements sociaux sans envergure. Kleinbürgerlich, petit bourgeois. A-t-il été rien de plus petit bourgeois que l'attitude, durant ces dernières années et pendant la guerre même, de la plupart des grands syndicats? Ils ne s'entretenaient presque jamais, je ne dirais pas que de gros sous, mais de petits sous. Les profits du présent bornaient impitoyablement leur regard. Et puis, il y avait aussi l'idéologie internationaliste et pacifiste. Je m'en flatte, un bon citoyen du monde et le moins chauvin des hommes.
Mais je n'ai jamais cru qu'aimer sa patrie empêchât d'aimer ses enfants. Je n'aperçois point davantage que l'internationalisme de l'esprit ou de la classe soit irréconciliable avec le culte de la patrie. C'est un pauvre cœur que celui auquel il est interdit de renfermer plus d'une tendresse. Nos pacifistes proclamaient que la guerre est affaire de riches et de puissants, à laquelle le pauvre n'a pas à se mêler. Comme si dans une vieille collectivité comme la nôtre, cimentée par des siècles de civilisation commune, le plus humble n'était pas toujours, bon gré, mal gré, solidaire du plus fort. Ces enthousiastes travaillaient inconsciemment à faire des lâches. Les invraisemblables contradictions du communisme français ajoutèrent encore un nouveau ferment de trouble. Ce n'est pas seulement sur le terrain militaire que notre défaite a eu ses causes intellectuelles. Notre régime de gouvernement se fondait sur la participation des masses. Or, ce peuple, qu'avons-nous fait pour lui fournir ce minimum de renseignements nets et sûrs sans lesquels aucune conduite rationnelle n'est possible? Rien. En vérité. Telle fut certainement la grande faiblesse de notre système prétendument démocratique. Tel le pire crime de nos prétendus démocrates. Certes, ce n'est pas de gaieté de cœur que les bourgeoisies européennes ont laissé les basses classes apprendre à lire. La presse dite de pure information servait en fait des intérêts cachés, souvent sordides, et parfois, dans leurs sources, étrangers à notre pays. Sans doute le bon sens populaire avait sa revanche. Il la prenait sous la forme d'une méfiance croissante envers toute propagande par l'écrit ou par la radio. Peut-être cette imperméabilité à des conseils sans sincérité nous offre-t-elle aujourd'hui, dans l'état où nous voyons la France, un de nos meilleurs motifs de consolation, comme d'espoir. L'Allemagne, qui a triomphé par la machine, veut s'en réserver le monopole. C'est d'échanger à des prix imposés le blé ou le laitage contre les produits de sa grande industrie qu'elle conçoit les nations, dont elle rêve de grouper autour d'elle comme une valtaille l'humble compagnonnage. À travers le micro, la voix qui parle notre langue vient de là-bas. Je crois fermement que l'avantage demeure grand pour un peuple, encore à l'heure présente, de s'enraciner fortement dans le sol. Je sais ce que vaut l'authentique paysan français dans sa verte robustesse et sa finesse sans fadeur. Je n'ignore pas que nos vieux bourgs furent la matrice où longtemps s'est formée la partie la plus agissante de la collectivité française. Voilà ce qui a succombé devant le train d'enfer que menait contre nous le fameux dynamisme d'une Allemagne aux ruches bourdonnantes. Il nous faudra enfin nous remettre à l'école de la vraie liberté d'esprit. Le passé
A beau ne pas commander le présent tout entier, sans lui, le présent demeure inintelligible. Pire encore, peut-être, notre pédagogie historique se prive délibérément d'un champ de vision et de comparaison large. Ici aussi, nous réclamons un grand balayage de l'atmosphère. Notre machinerie de parti exhalait un parfum moisi de petits cafés, d'obscurs bureaux d'affaires. Nos grands bourgeois se plaignent volontiers du corps enseignant. Au temps où ils tenaient les cordons de la bourse, ils trouvaient naturel de donner, par la voie du budget, aux professeurs de leurs fils moins qu'à leurs domestiques. La bourgeoisie était aussi aigrie. Ce peuple, elle préféra le condamner. Certes, je n'ai nulle envie d'entreprendre ici l'apologie des gouvernements de Front populaire. Ceux qui, un moment, purent mettre en eux leur foi, tombèrent sans gloire. Mais l'attitude de la plus grande partie de l'opinion bourgeoise fut inexcusable. Elle bouda stupidement le bien comme le mal. Les hommes, dont les ancêtres prêtèrent serment sur l'autel de la patrie, avaient perdu contact avec ces sources profondes. De plus en plus loin du peuple, la bourgeoisie s'écartait sans le vouloir de la France tout court. Relisez les journaux que hier elle lisait et inspirait, vous serez édifiés. Un ami bruxellois me disait « Vous ne vous imaginez pas le mal qu'ont fait à votre cause vos grands hebdomadaires. Ils proclament chaque semaine que vous êtes pourris. Ah, que voulez-vous? On les croit. Nous ne les croyons nous-mêmes que trop. » J'appartiens à une génération qui a mauvaise conscience. Nous prévoyions bien que le sursaut allemand viendrait un jour et que son déclenchement serait terrible, sans nous dissimuler que la civilisation européenne risquait de sombrer à jamais. Nous nous trouvons aujourd'hui dans cette situation affreuse que le sort de la France a cessé de dépendre des Français. L'avenir de notre pays et de notre civilisation fait l'enjeu d'une lutte où, pour la plupart, nous ne sommes plus que des spectateurs un peu humiliés. L'ombre du grand désastre de 1940 n'est pas prête de s'effacer. Mais, les ressorts profonds de notre peuple sont intacts et prêts à rebondir. Les régimes venus dans les fourgons de l'étranger ont bien pu jouir parfois chez nous d'une certaine durée. Ce n'a jamais été, face au dégoût d'une fière nation, que le répit du condamné. Parmi tous les traits qui caractérisent nos civilisations, notre nation n'en connaît pas de plus significatif qu'un immense progrès dans la prise de conscience de la collectivité. La France d'un nouveau printemps devra être la chose des jeunes. Nous les supplions seulement d'éviter la sécheresse des régimes qui prétendent dominer les foules sans les instruire ni communier avec elles. Notre peuple mérite qu'on se fie à lui et qu'on le mette dans la confidence. Nous attendons d'eux aussi que, tout en faisant du neuf, beaucoup de neuf, ils ne rompent point les liens avec notre authentique patrimoine. Hitler disait un jour
Nous avons raison de spéculer plutôt sur les vices que sur les vertus des hommes. La Révolution française en appelait à la vertu. Mieux vaudra que nous fassions le contraire. On pardonnera à un Français, c'est-à-dire à un homme civilisé, car c'est tout un, s'il préfère à cet enseignement celui de la Révolution et de Montesquieu. Dans un État populaire, il faut un ressort qui est la vertu. Il est deux catégories de Français qui ne comprendront jamais l'histoire de France. Ceux qui refusent de vibrer au souvenir du sacre de Reims, Clovis, ceux qui lisent sans émotion le récit de la fête de la Fédération, 14 juillet 1790. Il n'est pas de liberté nationale qui puisse être pleine si on n'a pas travaillé à la conquérir soi-même.